sommes de retour, menés à la baguette, avec Éric Galliègue en plateau qui vient de nous rejoindre sur le plateau de TV Finance pour son point stratégique hebdomadaire. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Éric d'être avec nous ce matin. Éric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment ont évolué les marchés financiers, notamment sous quel prisme, comment est-ce qu'on peut expliquer ces évolutions. Avant de rentrer dans le détail de ce que vous avez sélectionné pour nous, Éric, quel est le bilan de la semaine ? On est toujours dans une phase de consolidation du cours des actions des deux côtés de l'Atlantique, puisqu'on a baissé un petit peu, 1,5%, on va dire, donc ça reste relativement limité. Tandis que du côté de l'euro-dollar, on a toujours une phase haussière, donc de 1% de l'euro contre le dollar. À noter effectivement. On est revenu à 1,05. 1,05. On commence le tour de votre actualité avec comment on pourrait dire ça, c'est ce nouvel état d'esprit qui commence à hanter les dirigeants européens, c'est que l'Europe va devoir assurer seule sa défense, du coup par la force, enfin en tout cas sans les Américains, par la force des choses, eh bien c'est tout le secteur de la défense qui en profite. Oui, en termes politiques, c'est vrai qu'on se rend compte que l'Europe est face à son destin, grâce en quelque sorte à M. Trump et à ses discussions avec M. Poutine, on va dire. Donc voilà, donc on se rend bien compte que l'Europe, elle doit prendre en charge sa défense. On ne peut plus compter sur les États-Unis. Quelque part, le cheminement politique évolue et donc on se retrouve avec des discussions sur combien ça va coûter, les dépenses militaires par rapport au PIB. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a une dépense militaire qui représente 3,4% du PIB américain contre 2,1% pour la France et 1,5% pour l'Allemagne. Pour mémoire, le Japon est à 1,2% et la Russie à 6%. Donc c'est vrai que, en Europe, il faudrait peut-être aller vers ce que dépensent les États-Unis pour leur défense. 3,4%, ça signifie donc un effort important qui doit être réalisé, qu'on peut mesurer, qu'on peut estimer à peu près 1% du PIB, un gros pourcent du PIB, c'est-à-dire entre 150 et 200 milliards par an. Donc c'est effectivement, alors froidement, plutôt une bonne nouvelle pour la croissance, puisque ça signifie que l'Europe ou que les États européens vont dépenser 1% de PIB supplémentaire, qui correspondra à un déficit, qui va être autorisé par les règles de Maastricht, comme on l'a dit cette semaine, comme l'Allemagne elle-même l'a dit cette semaine. Donc effectivement, c'est un élément d'origine politique et géopolitique qui est plutôt positif, selon nous, pour le scénario de marché. Effectivement, un scénario positif pour le scénario de marché. Un scénario négatif, par contre, c'est toujours, même si ça reste lancinant, pour l'instant, rien n'a été mis en place concrètement, mais les droits de douane de Donald Trump sont de nouveau, il nous a lancé une nouvelle salve de droits de douane, là, nous en annonçait en début de semaine, sur l'automobile, le bois et les produits pharmaceutiques, je crois. Alors, un nouveau point négatif pour le scénario, donc effectivement, c'est le fait qu'on parle de droits de douane, donc c'est vrai que c'est un élément évidemment important que nous a rappelé l'inénarrable Trump, pour pas dire autre chose. Et donc effectivement, il nous a sorti cette possibilité de mettre des droits de douane à 25% sur les autos, les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs, c'est-à-dire les trois sous-secteurs où les États-Unis sont les plus dépendants de l'extérieur, où il y a un déficit commercial important. Et donc effectivement, c'est très bien ciblé et ça nous rappelle que effectivement, au 2 avril, d'après ce que nous dit Trump, il est tout à fait possible qu'on soit face à de telles taxes, de tels droits de douane. Alors c'est vrai que ces droits de douane, quand on voit le graphique présenté, sont aujourd'hui, représentent environ 2% du prix des importations américaines. Elles représentaient 20% dans les années 30, 15 à 20% dans les années 30, et avaient baissé régulièrement, on va dire, jusque très récemment. Donc les 7% qui apparaissent là, c'est une simulation à 2025 des droits de douane moyens, en fait, par rapport aux importations américaines. Ce qui montre donc une évolution extrêmement forte et extrêmement néfaste, surtout quand on voit d'où ils viennent et le contexte qui a, je dirais, prévalu au moment donc, de ces droits de douane très élevés, les années 30. Oui, bien sûr, on comprend avec ce graphique, c'est hyper intéressant, mais on comprend le nouvel ordre mondial commercial qui est en train d'être mis en place par les États-Unis, qui ont soutenu les économies du globe, et notamment leurs économies alliées pendant près de 80 ans, et maintenant, c'est fini. On poursuit avec une nouvelle qui est passée un peu en dessous des radars, mais c'est Xi Jinping qui a rencontré certains acteurs de la tech chinoise en soutien évidemment à ce secteur-là, oui.
Alors, dans le registre on va dire des fortes personnalités politiques ou géopolitiques, pour ne pas dire des despotes éclairés, comme on disait à une certaine époque, effectivement, il faut parler de personnalités de M. Xi Jinping, qui tout d'un coup, effectivement, fait un revirement complet par rapport à la techno chinoise, et donc a convoqué au grand palais du peuple à Pékin une grand-messe en invitant tous les patrons des grandes boîtes de la techno chinoise, et donc a invité les entreprises chinoises à augmenter leur activité, à investir dans le cadre d'une économie qui reste toujours dans une croissance faible par rapport à ses standards historiques, et dans le cadre donc de la confrontation avec les États-Unis. Donc c'est quelque chose qui effectivement est un élément important, plutôt positif pour nous, parce que c'est l'investissement, c'est la croissance, et c'est un élément qui, me semble-t-il, nécessitait d'être présenté aujourd'hui. Oui, très clair. D'ailleurs, à l'occasion de ce symposium, comme vous dites, ça a été l'occasion pour Xi Jinping de sortir du placard Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui avait disparu pendant plusieurs mois. Maintenant, il est de nouveau. Il est vivant, et c'est quand même une bonne nouvelle. On finit le tour de cette actualité par l'inflation britannique qui repart à la hausse. Oui, c'est une nouvelle qu'on ne pouvait pas éluder. Effectivement, ça confirme des chiffres de ce 3% tout rond, comme on l'a eu aux États-Unis sur le CPI, donc le 3% d'inflation en Grande-Bretagne. Ce graphique sur 10 ans montre quand même assez clairement qu'on est en train de remonter d'une façon assez régulière. On a vu aussi l'inflation au Japon qui est publiée ce matin à 4%. C'est un chiffre important. Ça montre que l'inflation est toujours un sujet. Et ça montre que pour cette année 2025, il ne faut pas trop compter sur des baisses de taux des banques centrales. C'est très clair, évidemment. Par la force des choses, cette synthèse est négative. Et neutre, pardon. Elle est neutre, puisqu'il y a autant de points positifs que négatifs. Merci, Eric. Pour faire un peu d'algèbre. Et donc, effectivement, on a trois éléments politiques. L'année 2025 est profondément politique ou géopolitique. On le savait dès le départ. On avait fait notre conférence annuelle sur ce sujet au mois de novembre. Donc, c'était effectivement un sujet extrêmement d'actualité qui va le demeurer tout au long probablement de cette année. Donc, 3 points politiques, dont 2 sont positifs. Le réarmement rapide de l'Europe, qui est plutôt positif en termes économiques, froidement positif, et puis Xi Jinping qui veut donc relancer la techno chinoise, qui est plutôt un élément favorable pour la croissance, on va dire. Et puis évidemment le point négatif, c'est les droits de douane, cette stupidité que donc veut remettre en place M. Trump pour relancer l'activité américaine, qui n'en a d'ailleurs pas besoin. Et dernier point négatif, l'inflation britannique. Et l'inflation britannique, par la force des choses, est-ce que cette synthèse neutre remet en cause vos recommandations d'investissement ? Pas du tout, on reste toujours dans une logique d'investissement, avec les 2 jambes des marchés. La première jambe, c'est la vitesse acquise, c'est le price momentum. Cette vitesse acquise reste favorable. Le spread momentum tel que présenté est positif, au-delà de 30, on est à 40%. Donc c'est quelque chose de positif et qui montre que il faut rester investi puisqu'on est dans une phase haussière, tout simplement. Puis la deuxième jambe des marchés, c'est l'analyse fondamentale, l'analyse des risques. Cette semaine, elle était neutre. Depuis quelques semaines, elle était un peu positive. Au total, on considère que le niveau de risque est moyen. Et donc, on considère qu'il faut être investi sur les marchés d'actions américains comme européens. Très clair. Écoutez, merci beaucoup, Eric Galiac, directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer s'il est toujours intéressant d'investir sur les marchés actions malgré un environnement incertain. On marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.